Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude des crédits budgétaires du portefeuille Travail pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 1 heure 30 minutes a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Fontesilla-Laurier-Dorion est remplacé par Monsieur Leduc Hochelaga-Maisonneuve. Merci. Nous allons maintenant procéder à une discussion d'ordre plus général. Mais avant de commencer, je voulais m'excuser à M. le ministre que j'ai croisé tantôt et je lui avais dit que je ferais une tournée de café. Mais non, on est au Salon Rouge. Donc, on va se contenter de l'eau, malheureusement. Donc, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, je vous cède la parole. Vous avez un temps de parole de 21 minutes 45 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame la sous-ministre et l'ensemble des collègues et des parties prenantes de l'écosystème du ministère du Travail et des différents organismes sous la responsabilité du ministre. Donc, je nous souhaite des échanges cordiaux en ce mercredi avant midi. Monsieur le ministre, je commence presque là où nous nous sommes laissés l'an dernier, à presque pareille date, avec un sujet que vous connaissez très bien. Je vais vous citer des extraits d'un article de La Presse. Le ministère du Travail conclura d'ici quelques semaines une vaste enquête administrative lancée il y a près de 2 ans sur la gestion des services d'entretien ménager à Montréal, a appris La Presse. Le ministre du Travail, je ne peux pas vous nommer, avait indiqué en septembre vouloir faire la lumière sur des allégations touchant le comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Montréal. Au fil des ans, plusieurs acteurs de l'industrie ont accusé l'organisme de pratiques de concurrence déloyale, de manque de transparence et même d'abus de pouvoir. La direction de l'audit interne et des enquêtes administratives du ministère terminera son travail d'ici quelques semaines, a-t-on indiqué à son cabinet. Le ministre prendra ensuite le temps d'analyser les conclusions de l'enquête avant de prendre les décisions qui s'imposent dans les prochains mois. Donc, Monsieur le Président, moi, j'aurais aimé que vous citer des extraits d'un article récent de La Presse. Il s'agit plutôt d'un article publié par Maxime Bergeron le 10 juin 2021, donc il y a près de 4 ans. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu, ce n'est pas la première fois que je soulève cet enjeu ici lors de l'exercice d'études des crédits budgétaires. En fait, donc c'est notre 3e exercice ensemble. C'est donc la 3e fois que je soulève l'enjeu de la publication du rapport d'enquête qui était mentionné dans le cadre de cet article. Dans notre échange de l'an dernier, le ministre et moi, à l'étude des crédits de 2024, le ministre m'indiquait qu'il s'agissait donc d'une demande légitime et il disait donc oui, tout à fait, en vertu évidemment de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, ce qui peut et doit être rendu public. Moi, je n'ai aucun problème. Ce sera à vérifier. S'il y a quelqu'un qui demande accès, on va analyser la demande d'accès et on va respecter la loi. Donc, 1 an plus tard, je me tourne vers Monsieur le ministre. J'aimerais savoir où nous en sommes parce qu'effectivement, nous avons formulé des demandes d'accès. Il était impossible de recevoir tout ou partie du rapport d'enquête, donc qui devait... on comprend que l'enquête est conclue depuis 2021, une enquête de près de 2 ans sur des allégations extrêmement graves. Je vous les disais l'an passé, des groupes souhaitent obtenir des réponses. Et même l'an dernier, je vous disais, même si ce n'est pas l'entièreté, peut-être que certains de ces éléments peuvent être cavardés et peut-être que le ministre pourrait divulguer ce qui peut être rendu public parce qu'il y a des tiers assujettis à la loi sur les décrets de convention collective qui attendent, Monsieur le ministre. Donc, je vous repose la même question. Est-ce que vous êtes en mesure de nous divulguer tout ou partie du dit rapport d'enquête pour lequel plusieurs personnes attendent? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mais à mon tour, j'aimerais saluer toute l'équipe qui travaille dans le périmètre d'action du ministère du Travail. Bien heureux de les accueillir. Puis évidemment, les collègues, nos équipes respectives. Évidemment, c'est un processus qui est important dans notre système démocratique de faire l'étude des crédits. Je vais essayer d'être le plus diligent possible, tout en étant courtois et respectueux, ce que nous faisons tout naturellement. Il y a eu une demande d'accès à ce rapport d'enquête-là et on a répondu à la demande d'accès en respectant les prescriptions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. En même temps, on partage la même préoccupation. Le décret sur l'entretien des édifices publics à Montréal, c'est là où il y a eu le plus d'enjeux de gouvernance et d'éthique. C'est la raison, souvenez-vous, pour laquelle on avait adopté un règlement général d'application. Puis ça, on est en train de colliger les dernières données. Si vous souhaitez que je partage un certain nombre de constats découlant de ce règlement général-là,
J'ai quelques chiffres intéressants, je vais le faire rapidement. 71 % des comités paritaires ont demandé une modification de leur règlement pour se conformer au règlement général, qui est comme une armature pour s'assurer qu'il y a des règlements de gouvernance, d'éthique, de nomination des membres de leur conseil d'administration. 86 % diffusent sur le site Internet. Oui. Il faut que j'équilibre le temps. Vous avez fait un préambule d'à peu près 3 minutes, donc... C'était pas une question de temps. En fait, j'aimerais juste donc rediriger le ministre, étant donné donc, notre temps limité. Donc, je vous entends, M. le ministre, donc, sur les résultats qui découlent de l'application du règlement. Effectivement, l'an dernier, nous avons longuement échangé sur ce règlement que vous avez fait adopter. Mais là, j'aimerais donc avoir des informations concernant le rapport d'enquête et non pas le règlement que vous avez ultérieurement fait adopter. OK. Si vous avez moins d'intérêt pour les constats découlant de l'application du règlement général, je comprends. Sur le rapport d'enquête, comme c'est mentionné dans la réponse à la demande d'accès, moi, je ne peux pas aller plus loin. Les données qui y apparaissent sont confidentielles. Et donc, je vous invite, si vous pensez avoir la possibilité de faire une demande de révision, faites-la, mais la réponse a été donnée. Merci, Madame la députée. Merci. Mais si vous voulez aussi parler de la loi sur les décrets de convention collective, n'hésitez pas. Si votre question était le prélude à une vérification de nos intentions futures, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci. Allez-y, Madame la députée. Bien, puisque le ministre il ouvre la porte à l'instant même, donc je vais le laisser poursuivre alors sur ses intentions futures, parce qu'effectivement, nous avons eu des échanges l'an dernier pointus sur le règlement, mais même de façon plus générale sur la loi sur les décrets de convention collective. Il sait que c'est un sujet qui m'interpelle, qui nous interpelle au Parti libéral du Québec. Mon prédécesseur aussi, il posait des questions à cet égard. On le sait, hein, nous avions déposé différents projets de loi, vous les aviez appuyés et depuis... On vous a, évidemment, il y a eu le dépôt du règlement, mais j'aimerais donc vous entendre peut-être un peu plus si vous avez des choses à nous révéler aujourd'hui. Non, j'ai rien à révéler, mais je me disais, on va faire un 2 pour 1 parce que je suis convaincu que notre collègue d'Hochelaga Maisonneuve est intéressé par la réponse qu'on peut partager avec vous. Évidemment, tout dépend de comment le règlement général va être appliqué. C'est pour ça que je commençais à vous donner des statistiques. Mais toutes les options sont analysées. Souvenez-vous des 2 projets de loi qui ont été présentés à l'Assemblée nationale par le gouvernement libéral avant notre arrivée au pouvoir. Un des projets de loi découlait d'un consensus. On est toujours en analyse. On fait des consultations. Il n'y a aucune option qui est exclue. Il y a une option d'éliminer la loi sur les décrets de convention collective. Si cette option-là était retenue, il faudrait s'assurer de protéger les travailleurs et travailleuses qui ont accès à des régimes d'assurance collective ou à des régimes de retraite dans certains cas, qui ont accès aussi à des programmes de formation, parce que les décrets, c'est comme des normes minimales de travail applicables par secteur, par région géographique. Donc, il faudra s'assurer de protéger les travailleurs et travailleuses. Il y a d'autres options qui sont aussi en cours d'analyse, mais dès que je pourrai partager mes intentions de façon plus claire, je le ferai, mais on est en action dans ce dossier-là. Il y a beaucoup de récriminations encore, malheureusement, mais on essaie de s'assurer que le règlement général donne les meilleurs résultats possibles. Merci, M. le ministre. Madame la députée. Merci. Étant donné notre temps limité dans l'étude des crédits budgétaires de travail, donc je vais m'enligner directement sur un autre sujet. Amazon, Monsieur le ministre. Donc, 22 janvier dernier, nous avons tous été choqués par la manière dont Amazon a décidé donc de quitter le Québec. On le sait, l'avis de licenciement collectif n'avait pas été transmis à votre collègue, ministre de l'Emploi, préalablement au licenciement donc d'un certain nombre considérable d'employés. Évidemment, la loi ne les oblige pas à le faire, mais la courtoisie, les principes de base de courtoisie auraient prescrit Amazon donc, de pouvoir le faire considérant le nombre élevé donc, de travailleurs touchés par ce licenciement collectif.
une question qui a été posée le 22 janvier dernier, qui vous a été posée publiquement, était donc le motif de départ d'Amazon. J'aimerais vous donner l'occasion peut-être de préciser vos propos, de préciser votre pensée. Plusieurs, et je pense que cette question-ci donc n'est pas partisane, donc plusieurs se sont dit, il y a peut-être des motifs anti-syndicaux, donc il y a peut-être des motifs qui ont fait en sorte que donc Amazon donc décide donc de quitter la province. Est-ce que vous souscrivez à cette hypothèse-là, Monsieur le ministre? Ministre. Merci, Monsieur le Président. Amazon. La motivation n'a pas été partagée avec aucun membre du gouvernement. Je pense que c'est un licenciement collectif. Dans l'histoire des relations de travail, il y en a eu beaucoup des licenciements collectifs, mais à ma connaissance, qui a été fait de manière cavalière. Puis je pense que j'utilise un euphémisme. De façon désintéressée à l'égard des travailleurs, travailleuses, de façon... Puis là, je ne m'exprimerai pas, là, parce que le syndicat CSN avait obtenu une accréditation syndicale. Il y avait eu l'amorce d'un processus de négociation de la première convention collective de travail. Je ne pourrais pas m'exprimer sur la motivation d'Amazon. Est-ce que c'était motivé par la présence d'un syndicat? Évidemment, la CSN, avec son contentieux, a pris les recours ou analyse les recours découlant des articles 12, 13, 14, l'application de 45 aussi du Code du travail pour la continuité du dossier d'accréditation et de négociation. Moi, j'ai nommé un arbitre de différend, même après le licenciement collectif, conformément à l'interprétation et à l'application du Code du travail que nous devions faire. Il y a eu formation d'un comité de reclassification parce qu'on était au-delà de 50 employés. Amazon a décidé de confier à une firme l'organisation de ce comité-là. Mais les statistiques que j'ai à date, c'est qu'à peu près la vaste majorité des travailleurs et travailleuses ont bénéficié des services de cette agence-là, en présentiel ou virtuellement. Ils sont accompagnés. Près de 90 % ont exprimé leur satisfaction. Et donc, les procédures se poursuivent. J'ai même eu la visite à ma résidence personnelle des membres formant le syndicat des employés d'Amazon affiliés à CSN. Malheureux, mais quand même. Mais c'est un dossier qui me préoccupe. Évidemment, comme un ancien praticien en droit du travail, je connais pas mal les implications, mais je vais laisser les tribunaux, ultimement, le tribunal administratif du travail, rendre les décisions qui s'imposent. Merci, Monsieur le Président. C'est à vous. Merci, Monsieur le ministre. Effectivement, donc, visite très malheureuse de domicile que nous avons condamné, que nous continuons de condamner. Je vous amène donc sur l'autre aspect de ce dossier-là. Donc, nous, donc, le 22 janvier dernier, donc, l'un des éléments qui d'emblée, donc, nous a préoccupés, donc, c'est la question, donc, des achats qui sont faits en ligne, donc, sur cette plateforme-là, des contrats gouvernementaux qui sont octroyés à Amazon. On le sait bien, donc, plusieurs, incluant donc, la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui nous disait, donc, que c'était important, donc, qu'au sein de l'État, qu'il y ait une réelle culture favorable aux achats locaux. J'aimerais vous entendre là-dessus, Monsieur le ministre, parce que on comprend que au sein de plusieurs organismes affiliés au ministère du Travail, donc des dépenses assez importantes ont été réalisées sur Amazon au cours des dernières années. Quelques exemples. Au sein de la Commission de la construction du Québec, 14 316,40 $ du 1er janvier 2023 au 5 février 2025. Au sein du tribunal administratif du travail, 66 682,99 $ du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Au sein de la CNSST, 47 524,90 $ du 1er janvier 2023 au 24 février 2025. Régie du bâtiment du Québec, 6 643,19 $ du 1er janvier 2023 au 17 février 2025. Donc, j'aimerais d'abord que vous me précisiez, ce que, évidemment, donc, le couperet est tombé le 22 janvier dernier. Donc, d'abord, me préciser qu'au niveau des données que nous avons, ce qu'on comprend que c'est un intervalle, donc plutôt le global, qu'il n'y a pas eu d'achat depuis le 22 janvier 2025. Donc, lorsqu'on nous dit jusqu'au 5 février 25, 24 février 25 ou 17 février 25, que ce sont évidemment donc simplement donc des intervalles
qui nous sont offerts à des fins statistiques, mais que lorsque vous avez vu la décision, que vous l'avez vous-même donc qualifiée de cavalière, que vous avez pris la décision, vous avez transmis une directive de vous assurer que non seulement au sein du ministère du Travail, mais que dans chacun des organismes qui relèvent de votre responsabilité, qu'aucun achat n'est fait sur Amazon. Merci. Monsieur le ministre. Je vais y aller avec ma connaissance. D'abord, on est tous, évidemment, favorables à l'achat local. C'est ce qui est bénéfique pour la prospérité économique, mais aussi sociale et humaine du Québec. Au ministère du Travail, il n'y a eu aucun achat par le corridor d'Amazon. Les chiffres que vous avez notés pour la CCQ, le TAC, la CNSST, la Régie du bâtiment du Québec, c'est des chiffres que je n'ai pas près de moi, mais vous connaissez la directive là, émanant du Conseil du Trésor qu'un organisme public doit obtenir une autorisation de son dirigeant pour acquérir de gré à gré un bien via une place de marché en ligne lorsque le contrat est visé au premier alinéa de l'article 14 et qu'une telle autorisation n'est toutefois pas requise lorsque l'entreprise qui opère cette place de marché a un point de vente au détail au Québec ou lorsqu'elle a pour activité principale la vente de biens québécois. Alors, c'est ça qui est fondamental. Ceci dit, je ne m'exprimerai pas au nom des organismes qui sont avec moi, mais je pourrais vérifier, on pourra vérifier les chiffres et les partager avec vous là, si jamais ce que vous avez mentionné n'est pas conforme à la réalité. Merci. Donc oui, Monsieur le Président, donc j'aimerais que le ministre puisse déposer ces chiffres-là, le cas échéant, qu'il puisse faire des vérifications, nous assurer qu'il n'y a eu aucun achat depuis le 22 janvier 2025 Parfait. au sein des organismes. Et je vous relance donc sur la question de la directive parce que vous venez de la mentionner, d'en lire un extrait. Vous parlez donc d'une autorisation. Donc, est-ce qu'une telle autorisation a été demandée par les organismes? Donc, de déroger donc, à la directive plutôt générale? Monsieur le ministre. Bien, aucune. Au ministère du Travail, la réponse, non. Et au sein des organismes? Est-ce que la directive s'applique aux organismes? À ma connaissance, les directives sont respectées, mais je ne m'exprimerai pas au nom des organismes. Mais encore une fois, je vais le vérifier, m'en assurer et confirmer l'information, vous confirmer l'information. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais aussi qu'il y ait dépôt de ces renseignements, Monsieur le Président, à la Commission. Parfait. Ça sera fait, Monsieur le Président. Parfait. Vous connaissez l'adresse de la Commission. Donc, dès qu'on reçoit, je pourrai autoriser le dépôt. Merci. Oui, je pense que le ministre connaît l'adresse de la Commission. Autre sujet, Monsieur le ministre, jusqu'à tout récemment, donc, les organismes publics et privés devaient se conformer à plusieurs changements réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail, incluant la prévention des risques psychosociaux. Avec le projet de loi 101 que vous avez déposé, on repousse d'1 an la date limite à laquelle le gouvernement peut fixer l'entrée en vigueur de dispositions relatives aux mécanismes de prévention. En fait, d'abord, donc, pourquoi repousser cette date, Monsieur le ministre? Bien, la raison, c'est qu'on veut s'assurer que dans toutes les organisations au Québec, on ait une formation adéquate et qu'on soit en mesure de déployer efficacement les mécanismes de prévention et de participation des travailleurs et travailleuses. Le 6 octobre 2021, on a adopté une loi qui constitue une vaste modernisation du régime de santé et sécurité et je vais me limiter aux risques psychosociaux. Pour la première fois, 100% des milieux de travail seront contraints d'identifier ces risques psychosociaux-là et devoir aller les contrôler et éventuellement les éliminer pour diminuer la fréquence et la gravité des lésions à connotation psychologique. Et ça prend des comités paritaires, ça prend des représentants en santé et sécurité, et c'est ça qu'on va mettre en place. Et la CNSST avait une période de 3 ans pour adopter un règlement, ce qui a été fait pour tous les secteurs d'activité. Ce qu'on vient dire dans le projet de loi 101, c'est que ce règlement-là va être adopté par le gouvernement en temps opportun, mais qu'en santé et en éducation, en raison des capacités organisationnelles et de l'application du concept multi-établissement, il y aura une période maximale d'1 année au-delà du 6 octobre 2025 pour déployer des mécanismes qui sont apparentés au régime intérimaire qu'on a mis en place
à partir du 6 avril 2022, mais un régime intérimaire amélioré, bonifié, et j'ai des échanges avec les chefs des centrales syndicales pour m'assurer d'une bonne compréhension de l'application de ces mécanismes-là en santé et en éducation aussi. Merci. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous parlez donc de santé et d'éducation. On voit qu'une récente étude de l'INSPQ menée auprès du personnel scolaire du Québec sur l'état de santé mentale et l'exposition aux risques psychosociaux du travail démontre que plus de la moitié du personnel, environ 50 indique avoir vécu une détresse psychologique élevée ou très élevée au cours du mois précédent l'enquête. Parmi ces personnes, 95 associent partiellement ou totalement cette détresse à leur travail. Donc, plus qu'important d'avoir des plans de prévention dans le secteur public. Est-ce que vous savez d'abord combien d'établissements sont conformes ou non conformes à l'heure où on se parle? Est-ce que vous avez un tableau de bord à cet égard? Monsieur le ministre. On fait des suivis. La CNESST me répond quand je pose des questions, mais c'est tellement asymétrique. Tu sais, dans chaque institution, autant dans le réseau scolaire que dans le réseau de la santé, il y a une compréhension progressive de comment déployer les mécanismes de prévention et de participation des travailleurs et travailleuses. Je ne saurais pas dire le pourcentage exact de ceux qui ont complètement déployé. Parfois, on me dit à peu près 40 %, mais dans les autres, 60 % restants, il y a une application partielle et progressive de ces mécanismes-là. Mais l'objectif, c'est de s'assurer que 100 % des mécanismes soient efficacement en opération et dans toutes les institutions du réseau scolaire, parce que les lésions psychologiques, effectivement, vous avez raison, même depuis 25 ans, avec la tertiarisation de notre économie, et c'est des secteurs en santé puis en éducation à forte prépondérance féminine, les risques psychosociaux ont une ampleur particulièrement importante. Merci. 40 secondes. En 40 secondes, alors, je vais terminer ce bloc, Monsieur le ministre, sur la question des travailleurs forestiers, des sous-traitants donc d'Hydro-Québec. J'aimerais vous entendre là-dessus, ce que je trouve, on vous a peut-être moins entendu publiquement donc, sur cette situation-là. Puis, en fait, je veux savoir qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour garantir que des sous-traitants d'organismes publics respectent les normes minimales de travail et d'hébergement pour mettre fin à ce type de traitement. En 15 secondes, Monsieur le ministre. 15 secondes. Le lendemain, quand j'ai appris par la voie des médias, j'ai eu des entretiens avec Hydro-Québec, avec la vice-présidente, et on s'est assuré d'intervenir, de faire la formation qui s'imposait et avec tous leurs sous-traitants. Merci, ça met fin à ce bloc d'échange. On enchaîne avec le député d'Hochelaga-Maisonneuve. 14 minutes, 30 secondes. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le ministre, et à toutes les personnes qui l'accompagnent. Toujours un plaisir de vous voir. Commençons sur Amazon aussi, par une question assez simple. Est-ce que Monsieur le ministre pense que c'est un hasard si le plus gros licenciement de l'histoire du Québec a eu lieu quelques semaines après la requête d'accréditation syndicale? Monsieur le ministre. Je ne peux pas m'exprimer sur le lien de causalité. C'est sûr que ce qui nous est rapporté par la voie des médias, il y a des circonstances. Et je comprends qu'on peut adhérer à cette thèse-là. C'est le plus loin que je peux aller, parce que je vais laisser, évidemment, les tribunaux apprécier la preuve, la valeur probante des témoins et rendre la décision qui s'impose. Ils ne sont pas fous à temps plein. Je pense qu'on aurait pu plaider ce cas-là, puis je pense que c'est raisonnable de le plaider, et je comprends la CSN de déposer les plaintes en vertu des articles appropriés du Code du travail. Monsieur le député. Merci. Les gens qui vivent donc ces licenciements massifs-là ont toutes sortes de revendications, puis une de celles-là, c'est de voir accès au relevé d'emploi. Ils n'ont toujours pas accès au relevé d'emploi plusieurs semaines après le licenciement, ce qui, dans les faits, les empêche d'obtenir l'assurance emploi. Tu n'as pas ton relevé d'emploi, tu ne peux pas aller chercher de l'assurance emploi. Ils cherchent une manière d'avoir de l'aide. Ils cognent à votre porte. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, Monsieur le ministre, pour les aider? Monsieur le ministre. Ils n'ont certainement pas cogné à ma porte, du moins pas à ma connaissance. Je ne savais pas qu'ils étaient en attente de recevoir leur relevé d'emploi. Je l'apprends. Je vais vérifier ce que nous pouvons faire parce que le relevé d'emploi, en fait, c'est une attestation d'emploi en vertu de la loi sur les normes du travail. Donc, ça relève de l'application qui doit être faite d'une loi qui est dans notre champ d'action. Je vais le vérifier et m'en assurer, là, parce que
C'est une lettre qui atteste. Bien sûr. C'est juste que pour les personnes qui le vivent, c'est un défi financier important. Mais je comprends votre ouverture, je l'apprécie, puis on pourra se recommuniquer plus tard là-dessus. Le plus gros licenciement de l'histoire du Québec, c'est majeur, c'est des milliers, 4500 emplois ou quelque chose comme ça, 4500 emplois. Moi, j'aurais cru que ça vous aurait fait réfléchir sur l'état des lois actuelles, puis l'insuffisance des lois actuelles. Puis quand vous avez déposé votre projet de loi 101, bien, il y avait, à moins d'erreur de ma part, absolument rien en référence au licenciement massif. Est-ce que le plus gros licenciement de l'histoire du Québec, il n'y a aucune leçon à retenir de ça en matière de législation? Monsieur le ministre. Quand on compare avec les lois de normes du travail ailleurs au Canada, on a quand même un processus qui est assez bien établi. Il y a des délais d'avis de licenciement collectif qui varient en fonction du nombre d'employés, entre 10 et 100, entre 100 et 300, au-delà de 300. Les avis de licenciement collectif sont plus longs. Normalement, en parallèle, il y a des avis individuels de mise à pied ou licenciement, parce qu'un licenciement, c'est définitif. Normalement, une mise à pied, c'est temporaire. Donc, cet avis-là, normalement, permet aux travailleurs et à la travailleuse de se préparer à ce qui s'en vient, de se retrouver un autre emploi ou, dans la mesure où les services sont maintenus suite au licenciement collectif, d'être réintégrés auprès de l'entreprise qui va assurer le suivi des opérations. Monsieur le Président, il me demande souvent d'abréger. Hein. Oui. J'imagine que c'est donc, ce que vous souhaitez. toutes les lois du Québec fonctionnent bien en ce moment, il n'y a rien à Non, mais les comités de reclassification, ça aussi, ça nous place en peloton de tête en termes de gestion des ressources ou des personnes qui sont victimes d'un licenciement collectif. Mais ce n'était pas à ce stade-ci opportun de revoir ces articles-là. Tout fonctionne bien pour les lois du Québec. Ça va bon train pour le licenciement d'Amazon. Mais là, c'est parce que vous m'interpellez quant à la motivation d'Amazon et quant à la façon de faire le licenciement collectif d'Amazon. La majorité des licenciements collectifs au Québec ne se font pas de cette manière-là. Notre collègue de Bourassa-Sauvé nous rappelait l'importance d'informer au préalable, de s'assurer de rencontrer le syndicat, de rencontrer les travailleurs et travailleuses et de préparer le terrain pour l'avenir. Donc, ce n'est pas un cas qui nécessairement va imposer aux législateurs de revoir l'ensemble des dispositions en matière de licenciement collectif. On vous fera peut-être des suggestions rendues à l'étude détaillée du projet de loi 101, Monsieur le ministre. On verra rendu là. Bien sûr. Changeons de sujet. Santé-sécurité au travail, SST, un sujet majeur. On s'est coltaillé pendant quoi? 190 heures en étude détaillée. Pendant Où vouliez-vous le 59. Vous avez sûrement des beaux souvenirs de ça. Moi, j'en ai, en tout cas. Blague à part, pendant le PL59, il y avait toute la question du régime, notamment pour la santé et l'éducation. Et les services sociaux, bien entendu. Dans le PL59, puis il y avait eu beaucoup, vous aviez été taxé de faire un projet de loi discriminatoire envers les femmes. Il y avait des critiques très sévères parce que vous leur offriez 25 des heures de libération en santé et en éducation, les femmes en santé et en éducation, bien entendu, alors que les secteurs prioritaires avaient bien sûr beaucoup plus d'heures. Mais là, on avait eu toutes sortes de discussions, des débats, puis vous avez dit, OK, c'est beau, on envoie ça au CNSST, au CA de la CNSST pour qu'ils fassent un règlement. Ils ont fait leur travail, ils ont déposé un règlement en septembre où il y avait 100 des heures pour la santé, 50 pour l'éducation. Ça a dormi sur votre bureau pendant des mois. On a su qu'il y avait beaucoup de résistance du côté des ministères de la Santé et de l'Éducation, probablement au Conseil des ministres. Puis là, finalement, dans votre projet de loi 101, mais quelle surprise, on revient à 25 des heures pour la santé et l'éducation, en plus d'une réduction de fonction de RSS à peau de chagrin. Puis je ne ferai pas la liste des choses qui sont des reculs là-dessus, on aura le temps de le faire, mais, Monsieur le ministre, c'est quand même une attaque importante pour la santé et la sécurité dans les domaines où l'État est l'employeur, où il devrait donner l'exemple. Et je n'ai pas le choix de le dire, vous rompez votre promesse faite pendant le PL 59 d'assurer un régime qui n'est pas discriminatoire envers les femmes qui servent l'État québécois dans la fonction de la santé et de l'éducation. Est-ce que vous avez rompu votre promesse, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre. Non, absolument pas. Oui, j'ai un bon souvenir de notre étude détaillée du projet de loi 59. C'est une avancée majeure. La loi santé et sécurité qui s'intéresse à la prévention, la loi sur les accidents de travail qui s'intéresse à l'indemnisation n'avait pas été amendée depuis 40 ans. Un des éléments forts, c'était d'assurer une culture de prévention durable dans tous les milieux de travail, alors que
seulement près de 25 des milieux de travail bénéficiaient de mécanismes de prévention et de participation des travailleurs et travailleuses. Aujourd'hui, c'est 100 Et c'est une culture qui se déploie de façon graduelle. L'écoulement du temps, c'est pour permettre aux partis, via un comité formé au sein de la CNSST, et vous les connaissez, les partis, ils ont fait un consensus. Et ça, c'est aussi digne de mention. Ils ont convenu des mécanismes, de la fréquence de rencontres, le nombre d'heures de libération. Ça a été fait. Évidemment, ce qui est un peu particulier, c'est que à ce comité-là, santé et éducation n'étaient pas pleinement représentés. Et donc, il faut s'assurer, je le répète, d'avoir un régime intérimaire qui était déjà un grand pas en avant, de le bonifier et de s'assurer de son déploiement efficace et aussi intelligent, collègues. Parce que vous le savez que ces mécanismes-là, on ne peut pas... Merci. Monsieur le député, allez-y. Vous dites que santé et éducation n'était pas pleinement représentée. Bien, c'est faux. Il y avait du monde du Conseil du Trésor qui siégeait à ce comité-là, Monsieur le ministre, puis vous le savez, il représentait l'État québécois, donc de facto, la santé et l'éducation aussi. Il reste que les faits sont têtus, là. Vous aviez déposé au 59-25 des heures pour santé et éducation. Vous vous êtes fait taxer de discrimination envers les femmes. Vous avez dit, OK, on va changer, on va faire autre chose. Puis finalement, vous faites un 180 degrés, puis vous revenez à la position initiale du 25 pour les femmes dans le santé et éducation. C'est là que vous avez rompu votre promesse. Le CA de la CNSST a fait son travail, vous avez déposé votre règlement, vous avez eu de la résistance à l'intérieur du Conseil des ministres. Moi, je pensais que vous alliez résister à la résistance. Puis vous ne l'avez pas fait, puis là, c'est les femmes qui vont en payer le prix. J'étais convaincu que vous alliez me dire qu'on faisait un grand pas en avant, parce qu'il n'y avait aucune obligation légale avant octobre 2021, aussi en santé puis en éducation, d'avoir des comités paritaires, d'avoir des représentants en santé-sécurité ou des agents de liaison ou des plans d'action, dépendamment de la grosseur de l'organisation. Il n'y en avait pas. Et donc, on parle d'un régime intérimaire qui se déploie de la manière la plus humaine et respectueuse des capacités organisationnelles. Et tous les mécanismes de contrôle et d'élimination des risques sont partie intégrante du projet de loi 101. Donc, ça va répondre aux besoins et il y aura une évaluation qui sera faite au plus tard en 2029. Il faut y aller de façon compatible avec les limitations organisationnelles en santé et en... Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci. Prochaine question, si le ministre le permet, peut-être pour Mme Anouk Gagné de la CNSST. Les ressources d'inspectorat de la CNSST sont grosso modo inchangées en termes de nombre depuis les années 80, alors qu'il y a eu une croissance de 67 du nombre d'établissements puis de 100 du nombre de travailleurs entre les années 80 et aujourd'hui. On a toujours à peu près le même nombre de TP, 294, mais il y a des nouvelles responsabilités qui ont découlé notamment du PL 59 sur les risques psychosociaux. Le ministre faisait référence à l'instant. Puis là, il y a eu un gel des embauches décrété en 2024. Ma question, c'est comment on va faire pour remplir nos objectifs de présence d'inspectorat? On a à peine inspecté 6 des établissements en 2023 si on a un gel d'embauche puis qu'on a à peu près les mêmes gens depuis les années 80. Monsieur le ministre. Bien, ma question était pour Mme Anouk Gagné, si possible. Monsieur le ministre qui va décider. On a une force d'inspectorat qui est assez nombreuse pour répondre aux besoins actuels. Évidemment, les inspections se font de différentes façons. Parfois, elles peuvent se faire de manière virtuelle, dépendamment de la dénonciation qui a été faite. Et les besoins sont évalués année après année, en fonction des plans stratégiques, en fonction de l'application des nouvelles lois du travail. Et si je prenais l'exemple, par exemple, de l'escouade prévention ou des conseillers en santé psychologique, il y a eu des centaines, parfois des milliers d'ateliers de formation auprès de travailleurs, travailleuses et d'entreprises. On répond aux besoins du marché du travail. On le fait de la façon la plus convenable et appropriée et on évalue les besoins année après année. Évidemment, dans l'état actuel des finances publiques, il faut tenir compte de cette réalité financière-là, mais la capacité de la CNSST de répondre aux... Merci. Désolé, juste un petit rappel que je suis obligé d'équilibrer le temps. Donc, Monsieur le député, la parole est à vous. Combien de temps, Monsieur le Président? Il vous reste 2 minutes 37 secondes. Merveilleux.
Toujours sur la SST, et peut-être sur la CNESST plus particulièrement, encore une fois, si Mme Gagné peut répondre, ça serait super. Quand on a des amendes en LSST et en LATMP, les recettes reviennent à la CNESST, mais ce n'est pas le cas quand c'est en équité salariale et quand c'est en normes du travail. Ça découle du fait qu'avant la fusion des organismes, c'était le gouvernement du Québec, le procureur qui poursuivait et les recettes restaient dans le fonds consolidé. C'est resté bizarrement comme ça. Est-ce que ça ne serait pas souhaitable que les amendes pénales en équité salariale puis en normes du travail reviennent à la CNESST plutôt qu'elles restent dans le fonds consolidé? Ma question est pour Mme Gagné. Monsieur le ministre. Je ne savais pas que les amendes découlant des constats d'infraction en équité salariale n'étaient pas acheminées à la CNESST. C'est quelque chose... Moi, je vais le vérifier, puis je vais vous donner une réponse un peu plus précise après la vérification. Parce qu'il y a plus de 3 500 employeurs qui sont en défaut de respecter plus de 2 obligations prévues par la loi sur l'équité salariale. Puis l'intervention pénale est très, très peu utilisée, voire pas utilisée du tout par la CNESST, parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. C'est des dépenses, mais ils n'ont pas s'ils gagnent, ils n'ont pas de revenus. Il n'y a pas de recettes après ça. C'est une absurdité. Là, on a un projet de loi 101 qui est sur la table, qui va être étudié bientôt, j'imagine. Je trouve que ça serait quelque chose d'intéressant, parce que sinon, on va encore avoir des 3 500 employeurs en défaut de respecter la loi, puis aucune conséquence, puis le système qui est bâti pour pas qu'il y ait davantage de conséquences. C'est le ministère des Finances, on confirme que c'est le ministère des Finances qui décide de comment sont acheminées les amendes, le cas échéant, suite à des constats d'infraction potentiels. Mais je voulais juste compléter, Monsieur le Président, tout à l'heure, on me confirmait que le budget en inspectorat avait augmenté et le nombre d'inspections réalisées aussi était en augmentation. 30 secondes. Avez-vous le temps de lire mon projet de loi sur le télétravail, Monsieur le ministre? Oui. Ben oui, vous m'en avez parlé, puis on a l'opportunité d'échanger et... Ben, l'avez-vous aimé? Le droit au télétravail, 40 %, c'est raisonnable. J'essaie de voir votre approche là, pour aller un pas à la fois. À ce stade-ci, pour moi, le télétravail est une réalité incontournable, mais qui varie d'un milieu de travail à l'autre. Puis je pense qu'il faut laisser aux partis le soin d'en discuter. Merci. Merci. Ça met fin à ce bloc d'échange. On revient avec l'opposition officielle. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, vous avez 21 minutes 59 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, donc, je vous amène maintenant donc, sur le dossier de l'Agence de placement IRIS. Vous avez vu le 9 avril dernier donc, le dossier d'enquête de Lisa-Marie Gervais dans Le Devoir, donc, qui nous apprenait, donc je vous lis quelques titres, les clients de l'Agence de placement IRIS se disent floués sur toute la ligne. Un autre article des travailleurs étrangers donnés en location. Avant-hier, en fait, donc le 5 mai, donc Lisa-Marie Gervais et Zachary Goudreau donc, republiaient donc, un article nous disant une agence de placement sanctionnée, mais des travailleurs toujours en attente d'être payés. Je sais que vous avez réagi donc, à l'époque en disant bon, que vous étiez outrés donc, par la situation, manifestement, que vous aviez demandé un état de situation à la CNESST, qui est sous votre responsabilité, et que le permis de l'agence donc, serait en voie de révocation. Donc, la première question ici, d'abord, est-ce que le permis il a été révoqué depuis? Monsieur le ministre. À ma connaissance, puis d'ailleurs, ça a été rapporté par Lisa-Marie Gervais cette semaine dans un article du Devoir, suite à la publication, suite aux informations qui avaient été étalées sur la place publique. Oui, j'ai demandé un état de situation à la CNESST qui, comme à l'habitude, est toujours diligente. Et à ma connaissance, oui, le permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires est révoqué. Là, ce que Lisa-Marie Gervais rapportait, c'est que là, il y avait des travailleurs, il y avait à peu près 100 000 $ qui étaient en attente d'être payés, salaire impayé. Et là, ça, c'est la procédure habituelle là, de réclamation. Mais on me confirme que le permis a été effectivement révoqué. Merci, Monsieur le ministre. D'ailleurs, moi, je partage l'indignation que tout le monde a exprimée quant à l'attitude. Puis encore une fois, je ne vais pas me prononcer sur le mérite. Les faits rapportés sont inadmissibles. Oui. Merci, Madame la députée. Merci. Puis oui, vous l'aviez dit publiquement, donc je l'ai mentionné dans mon préambule.
Dans cette même série d'articles, on voyait donc des clients, donc la directrice d'Inexo, donc ayant dénoncé la situation, était surprise d'apprendre donc que la CNSST était déjà sur le coup par rapport à cette agence-là, Iris, donc de plusieurs enquêtes pour salaire impayé, donc concernant l'agence. Donc, invité à réagir au fait qu'une agence puisse conserver son permis bien qu'elle soit poursuivie pour salaire impayé. La CNSST a laissé entendre que faire l'objet de poursuites ne suffit pas. Bien évidemment, donc c'est le cadre législatif qui encadre la CNSST. Donc, c'est la réponse qu'elle doit donner. Mais vous, comme ministre du Travail, est-ce que, pour vous, là, donc, si une entreprise, une agence comme celle-ci est poursuivie pour salaire impayé, est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle puisse conserver son permis? Absolument pas. D'ailleurs, rappelons-nous tous que c'est en janvier 2020 qu'on a adopté un règlement pour les agences de placement, les agences de recrutement, et il y avait des motifs de révocation, et ça en faisait partie quand on viole l'application de la loi sur les normes du travail. Et la CNSST était active depuis longtemps dans ce dossier-là. Il y a eu d'ailleurs des suspensions de permis. Il y a eu 2 jugements rendus actuellement en date de ce jour pour montants impayés, et pour les salaires impayés, en plus, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Je pense que la CNSST a fait tout ce qu'elle devait faire dans ce dossier-là. En même temps, on ne peut pas deviner, on ne peut pas inventer. Ça prend une plainte, une dénonciation, et j'ai réalisé que la CNSST était active. Ceci dit, vous le savez, les enquêtes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut rencontrer des personnes, il faut s'assurer de leur disponibilité, il faut demander la production de documents. Donc, moi, je suis convaincu que la CNSST a fait tout ce qu'elle devait faire dans ce dossier-là. Merci. Puis, M. le ministre, ici, ma question, puis c'est pour ça que je le disais dans mon préambule, évidemment, donc c'est le cadre dans lequel opère la CNSST. Donc, elle a bien évidemment donc, fait son travail. Elle était sur le coup donc, de plusieurs enquêtes pour salaire impayé concernant l'agence. La question que je vous demandais ici, c'est à savoir, donc vous, là, mettons, là, vous apprenez ça, et vous l'avez dit, vous étiez outré, vous l'avez dit le 9 avril, vous venez de le répéter, pour vous, les faits rapportés sont inadmissibles. Maintenant, comment est-ce qu'on encadre le tout pour nous assurer qu'une cliente, donc comme l'entreprise Inexco, ici, ne se dise pas flouée, réalise par la suite, oh mon Dieu, mais la CNSST était déjà en train de réaliser des enquêtes et nous, on était en mesure de faire affaire avec cette entreprise alors qu'il était connu de la CNSST qu'il y avait donc plusieurs salaires impayés là, par rapport à cette agence-là. C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que pour vous, donc c'est suffisant? Vous venez de me dire non. On comprend que le cadre indique que le permis peut être suspendu et révoqué si l'agence est en défaut de respecter une ordonnance rendue par un tribunal. Mais en amont, à ce moment-là, donc l'entreprise est toujours en mesure, l'agence est toujours en mesure de faire affaire avec différents clients. Je comprends donc la présomption ici, là, qui permet, je comprends au niveau juridique là, les motifs qui le sous-tendent, mais moi j'aimerais vous entendre sur vous comme ministre du Travail. Vous venez de me dire que c'est inadmissible. Est-ce que vous ouvrez la porte à ce qu'on puisse réviser le cadre qui fera en sorte qu'on n'aurait plus d'articles comme ceux-ci qui nous disent bien, des clients donc d'une agence se disent floués sur toute la ligne? Monsieur le ministre. Si je comprends bien votre question, je vais répondre de 2 manières. D'abord, il faut continuer au Québec d'informer, former, sensibiliser tous les milieux de travail, c'est-à-dire les employeurs, les syndicats et les travailleurs et travailleuses de leurs droits et obligations, et de rappeler que les travailleurs étrangers temporaires doivent être traités avec équité, ont droit au même recours, ils sont soumis à la même protection à toutes les lois du travail du Québec. Ceci dit, on ne peut pas révoquer ou on ne peut pas empêcher avant de respecter les règles de justice naturelle. Il faut faire une enquête en bonne et due forme. Il y a un protocole d'enquête. Encore une fois, ça se fait beaucoup par les témoignages de personnes puis l'accès à des documents. Il faut aussi comprendre la position de l'agence ou de l'entreprise. Mais dès que c'est opportun de révoquer, il faut le faire. Mais on ne peut pas, parce qu'on se dit il y a de l'abus, il y a des salaires impayés, on ne peut pas faire une preuve sommairement. Encore une fois, il faut permettre à tout le monde d'être entendu, notamment l'agence et l'entrepreneur. Et la CNSST, là-dessus, sur mon premier point,
me confirment qu'ils ont fait 592 inspections de conformité auprès d'agences de placement puis de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, puis il y a eu 150 constats d'infraction qui ont été émis. Donc, c'est pas peu. Il faut continuer d'être en action, mais continuer d'informer puis de sensibiliser. Puis les articles du Devoir, moi, je les accueille favorablement et généralement, je parle aux journalistes et après ça, j'ai les entretiens qui s'imposent avec la CNSST ici dans le cas présent. Madame la députée. Merci beaucoup. Autre sujet, on est vraiment ailleurs ici, Monsieur le ministre. Vous vous rappellerez, dans le cadre du projet de loi 51, vous avez entendu les représentants de l'Association des employeurs en mécanique industrielle du Québec. Leur demande, donc, à ce moment-là, donc, était claire. Donc, puisqu'ils exécutent leurs travaux exclusivement avec de la main-d'œuvre CCQ, ils devraient relever pleinement de l'industrie de la construction, donc de la loi R20. Depuis l'adoption du PL 51, l'association, donc la AEMIQ, a multiplié les démarches afin de démontrer tous les avantages de leur demande. On parle ici d'entreprises qui embauchent des milliers de travailleurs qualifiés, qui œuvrent dans les plus grands projets industriels du Québec et qui appliquent déjà les mêmes règles que le reste de l'industrie, même quand la loi ne les y oblige pas. Ce qu'elle demande, c'est simplement de mettre fin à ce qu'elle considère comme une incohérence réglementaire et demande un ajustement conforme à leur réalité. Donc, tout le monde semble prêt à aller de l'avant, Monsieur le ministre. Donc, on nous indique qu'il manque qu'un seul signal, le vôtre, ici. Donc, pour vous, quand est-ce que vous allez avancer et corriger, disons, ce qui est appelé par le milieu une incohérence et permettre enfin à ces entreprises de fonctionner dans un cadre clair? Donc, je comprends qu'on a votre signal. À vous. Vous avez le nôtre. Vous avez le mien. Mais c'est pas simple, hein? C'est un enjeu, c'est pas juste de l'harmonisation réglementaire. Je comprends les prétentions de l'Association de mécanique industrielle. Je comprends l'avocat Éric Thibodeau qui est venu à nos consultations particulières pour le PL 51. En même temps, cette association-là ne représente que 30 des employeurs en mécanique industrielle au Québec. Et ce que j'ai réalisé de mes rencontres sur ce sujet-là, c'est qu'il n'y avait pas un consensus du côté des entrepreneurs en mécanique industrielle. En fait, c'est d'assujettir ou non ce qu'on appelle la machinerie de production à la loi R20. Il y a des enjeux aussi de relations de travail, de négociation, de renouvellement de conventions collectives, de comparatifs entre les salaires puis l'accès à des régimes collectifs. Moi, je rencontre le 23 mai prochain de nouveau l'association. On est toujours en réflexion, mais il y a aussi des consultations auprès des donneurs d'ordre qui doivent se compléter. Parce que les donneurs d'ordre, vous le savez, j'ai déjà partagé avec vous, ne sont pas nécessairement favorables. Fait que c'est pas simple de faire un amendement ou de faire des adaptations réglementaires, comme vous les appelez, sans que dans le milieu de la construction, ce soit bien compris et que par la suite, ce soit bien appliqué. Mais pour l'instant, collègues, on n'exclut aucune option. Je suis contraint de vous dire qu'on est encore en consultation. On veut s'assurer que ce soit bien fait. Merci. Donc, une dizaine de minutes. Donc, on va y aller donc, en rafale avec quelques sujets ici. Donc, en vertu de la loi sur l'accès à l'information, nous avions donc formulé donc, une demande d'accès donc, par rapport à la Régie du bâtiment du Québec. Et on constate, donc, dans tout ce qu'on nous a rapporté, que notamment, donc, certaines rencontres, certains repas, certains soupers, donc, donc nous arrive avec des coûts qui demandent quelques explications. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici. Donc, le 22 mai 2024, donc un souper de travail à 276,93. Le 14 août 2024, une séance de travail donc du PDG lors d'un dîner à 166,88. Un souper de travail de 19 mars, cette fois-ci, donc, encore une fois, donc, relevant donc, du PDG à 157,35. Donc, je vous donne donc, ces exemples-ci. Nous, on arrive avec un total donc, de dépenses donc, de près d'un peu plus donc, de 9 000 $. Donc, j'aimerais voir un peu donc, quelle est la directive en fait, sur les frais remboursables au niveau de la RBQ. Merci. Monsieur le ministre. Avec votre permission, Monsieur le Président, je demanderai au PDG de la Régie du bâtiment du Québec de donner des explications à ma collègue.
Pas de problème, je comprends qu'il y a consentement. Donc, Monsieur le Président directeur général, je vais vous laisser le soin de vous présenter avec votre titre que je viens de dire, mais plus officiel, et la parole est à vous. Oui, bonjour, Michel. Oups. Il n'est pas ouvert? OK. Ça va. Bonjour, Michel Baudouin, Président directeur général de la Régie du bâtiment du Québec. D'un, les directives sont assez claires. Hein. Les dépenses sont restreintes. Il faut faire attention à nos dépenses. Il faut s'assurer que dans le cadre des séances de travail qu'on effectue avec nos collaborateurs, il faut revenir aussi sur le nombre de règlements qu'on a déposés depuis les derniers mois, une dizaine de règlements, et ça amène éventuellement à des échanges avec des gens. Et tout ça est bien validé, documenté et autorisé par l'ensemble du personnel de la Régie du bâtiment. On a une préoccupation très grande de respecter les règles. Et au niveau des directives, là, vous avez peut-être le détail, mais on respecte nos frais de représentation, on respecte nos frais de dépenses. Et dans ce contexte-là, en tout cas, dans chacun des cas, chacune des dépenses sont bien justifiées, bien, comment puis-je dire, documentées pour être capable de vous répondre adéquatement s'il y avait des choses particulières. Mais dans notre cas, nous, on est bien à l'aise que oui, on a eu peut-être des séances de travail, beaucoup de réglementation, un beau projet de loi qui nous a amené éventuellement aussi à travailler fortement. Et dans ce contexte-là, qu'on soit au niveau du président ou autre, nos dépenses sont scrutées à la loupe. Merci, M. Baudouin. Madame la Merci. députée. Peut-être juste une question de complément ici. Merci beaucoup, M. Baudouin. Donc, confirmer donc, tout ce qui est donc, de dépenses d'alcool donc, n'est pas remboursable ici au sein de votre politique. M. Baudouin. Tout à fait. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous, Monsieur le ministre, avant d'entrer donc, dans nos cahiers de crédit ici. En ce qui a trait donc, à la SNCC dans le quartier Saint-Roch, on sait que la SNCC prévoit relocaliser d'ici 2029 près de 300 fonctionnaires actuellement basés dans l'édifice Le Quartier, donc vers son siège social de Destimouville. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, en fait, probablement pas, là, avec votre collègue au niveau de la langue française, donc qui, en fait, donc pour d'autres motifs, donc le QLF donc, souhaitait obtenir un déménagement parce que de leur côté, donc dans le quartier Saint-Roch, il y avait plusieurs enjeux de cohabitation, notamment avec les personnes en situation d'itinérance. Donc, dans leur cas, donc, un fonctionnaire aurait reçu un coup de poing au visage à quelques pas d'édifice, d'autres fonctionnaires auraient été témoins de grossière indécence en regardant par la fenêtre de leur bureau. Des pneus auraient été crevés dans un stationnement. Donc, on a quand même donc, plusieurs incidents qui se sont produits ici, d'où la demande de l'EQLF donc d'être relocalisé ailleurs. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'au niveau de la CNSST, des employés donc de la CNSST qui sont situés dans le quartier Saint-Roch, est-ce que des incidents similaires se sont produits? Écoutez, pas à ma connaissance. Je pourrais fournir l'information complémentaire, mais la relocalisation est motivée exclusivement par l'utilisation optimale des espaces à la maison mère de la CNSST à Québec. C'est un immeuble qui est assez récent et c'est simplement ce qui a guidé la CNSST dans sa décision. Quant à des incidents, ça ne m'a pas été rapporté qui auraient pu survenir avec des résidents du quartier Saint-Roch. D'accord. Est-ce que la PJ de la CNSST confirme qu'il n'y a pas eu d'incident? Je comprends qu'à votre connaissance, ça ne vous a pas été rapporté. Il n'y en a pas eu. On a quoi? Donc, on me confirme qu'on a augmenté la sécurité, mais il n'y a aucun incident qui a été rapporté. OK, donc... Puis le bail, collègue, oui. Là, dans l'immeuble actuel, dans le quartier Saint-Roch, prend fin en 2029. Donc, ce n'est pas de quoi d'imminent. D'accord, c'était ma prochaine question parce que, justement, donc je disais d'ici 2029 qui devait être relocalisé, mais l'information que nous avions, c'est que tous les baux des employés de la fonction publique se terminaient au moins en 2029. Donc ici, on parle vraiment... Donc ce serait à la fin de l'échéance. Parfait. Merci beaucoup. Je vais poursuivre... Monsieur le ministre, alors, avec donc certaines donc, demandes de renseignements particuliers et générales donc, que nous avons formulées. Donc, ici, dans notre demande de renseignements généraux au niveau donc, de la CNSST. Premier élément, donc, nous voyons donc, une dépense donc, de 3 000 $ pour les services de création d'une présentation PowerPoint à M. Alain Guérard, donc pour présenter les priorités préliminaires en santé et sécurité au travail dans le cadre des travaux de la PPPI 2024-2027. Donc, c'est une demande que nous avons formulée à la page 25 de notre cahier. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être expliqué, s'il vous plaît? Monsieur le ministre.
Donc, il y a eu une demande de renseignement ou une demande d'accès à l'information? Non, demande de renseignement. Dans le cadre des OK. crédits, là, la demande... Évidemment, ça n'a pas été porté à ma connaissance. Moi, je peux m'engager à en prendre connaissance et à assurer le suivi approprié parce que à ce stade-ci, je ne le sais pas. Je ne la connais pas. Est-ce que la SNSST peut répondre habituellement dans le cadre d'exercice des crédits? C'est l'occasion de pouvoir obtenir des réponses à ces questions-là. On m'indique qu'on n'est pas en mesure de répondre. On ne connaît pas la demande de renseignement, sa nature. Bien, c'est le cahier de crédit qui a été créé. Là, on nous a répondu donc, à travers cette réponse écrite-là. Donc, c'est l'équipe de la SNSST qui a rédigé donc, cette réponse-là qui nous a fournie. Désolé, on ne l'a pas. On me confirme qu'on ne l'a pas eu. Mais moi, je m'engage à ce que la vérification soit faite et qu'on vous fournisse la réponse appropriée. En fait, vous voulez avoir le renseignement qui est dans votre demande. Oui, en fait, d'avoir plus de détails sur ce que nous avons formulé ici. Donc, oui, je peux le déposer à la commission. On vous les fournira. C'est le même principe que tantôt. Si vous souhaitez que ça devienne public, je dois recevoir les documents et l'information avant la fin de la présente commission. C'est très important. Sinon, ce sera de l'information informelle qui circulera entre vous. Allez-y. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, dans la même lignée, donc dans la même demande de renseignements généraux que nous avons formulés à la SNSST dans le cadre de cette présente étude de crédit, on voit donc des dépenses qui ont été faites là, pour la rédaction donc, d'une description d'emploi pour un poste d'instructeur en sauvetage minier, une autre rédaction d'une description d'emploi donc moins définie et la rédaction d'une description d'emploi pour un poste d'adjoint exécutif. Donc, on parle ici donc d'un seul poste. Les contrats qui ont été octroyés à Mme Lynn Laure donc sont donc de l'ordre de 1 300 $, de 2 700 $ et de 3 375 $. Vous comprendrez que ici, nous trouvons curieux que ce n'ait pas été réalisé à l'interne. Donc, je ne sais pas si on peut nous répondre donc, sur cette demande-là qui a été produite. Monsieur le ministre. Bon, Monsieur le Président, à ce stade-ci, encore une fois, on n'est pas en mesure de répondre. On va faire la vérification qui s'impose et je m'engage à répondre à la demande de renseignement à laquelle vous faites référence. Merci. Madame la députée. Merci. Oui, toujours à travers la commission, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Régie du bâtiment du Québec, donc encore une fois, dans notre demande de renseignements généraux que nous avons formulés, donc ce sont les chiffres qui nous ont été donnés par l'ARBQ dans le cadre de cet exercice de reddition de comptes. On constate que le nombre de postes vacants, le nombre d'ETC non comblés pour l'année donc 2024-2025 est un total de 87, mais en même temps, dans notre demande de renseignement particulier, donc toujours donc on est un peu plus technique, là, mais toujours donc 2 demandes qui sont formulées par les différentes oppositions pour ceux qui ont l'occasion donc de nous écouter. Alors, on voit aussi que le nombre d'employés titularisés par année financière, donc pour l'année 2024-2025 ici. Donc, on aurait donc 9 sur 30, donc un taux de 30 %. Donc, un taux inférieur, un taux de titularisation inférieur donc à la moyenne donc, des années précédentes. Donc, ici, je me demandais, en fait, pourquoi est-ce que le taux de titularisation est aussi bas alors qu'on a un nombre de postes vacants donc quand même assez élevé au niveau de la RBQ? On prend. Ministre. Avec votre permission, je demanderai à M. Beaudoin de donner une réponse. Oui. M. Beaudoin, allez-y. Je comprends très bien Michel Beaudoin, président-directeur général. J'ai plus besoin de faire ça, je pense. Je comprends très bien votre préoccupation, mais en même temps, il y a beaucoup de taux de roulement de personnel. Hein. Vous allez comprendre qu'il est possible de temps à autre qu'on ait à doter des nouveaux postes, ou etc. Il n'en demeure pas moins que pour nous, l'important, c'est d'être capable d'aller chercher des ressources, de former ces gens-là et de les amener adéquatement à faire en sorte qu'on puisse avoir du personnel adéquat et bien qualifié. Et c'est peut-être pour ça qu'on arrive éventuellement à faire en sorte que la dotation de la permanence, ça se mérite aussi. Alors, c'est un travail toujours de suivi de ressources humaines et qu'on soit capable de travailler adéquatement. 40 secondes. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, ici, donc, vous le justifiez au niveau du taux de roulement du personnel. Et pourquoi un taux de roulement si élevé, alors? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Là. Donc, vous le justifiez en raison d'un taux de roulement du personnel. Pourquoi un taux de roulement si élevé dans ce cas-ci? Bien, ça l'a baissé avec le temps, mais je pense que tout le monde a vécu un peu une période où
comment puis-je dire, l'inspectorat, que ce soit le travail. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus d'un ministère à l'autre ou venir chercher des gens. Alors, ce n'est pas un taux de roulement qui est dû à des départs volontaires. Bien souvent, c'est des opportunités d'avancement ou autres qui amènent. Et je pense que dans l'ensemble de la fonction publique, on le vit. Et c'est dans ce contexte-là qu'on vit. Mais au-delà de ça, dans le domaine de l'inspectorat, c'est pas là qu'on a eu le plus de changements. Merci. Ça met fin à ce bloc d'échange avec l'opposition officielle. On enchaîne avec le troisième groupe de l'opposition, M. le député Jean Talon. La parole est à vous pour 14 minutes 35 secondes. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à toute votre équipe, celle qui vous entoure, des visages familiers en commission parlementaire. Vous êtes un ministre actif. J'aimerais vous parler de vos crédits, parce que c'est l'étude des crédits. Et j'aimerais vous amener à la page 23.2 du cahier, donc des crédits et dépenses des portefeuilles, où on voit quand même une baisse importante des crédits de 7,5 %, donc de 37,4 millions à 40 millions. Et on voit que c'est les transferts, en fait, qui ont baissé. Là. Je veux vous amener, en fait, la ligne plus basse. Là. Les transferts passent de 16 millions à 11,6 millions. J'aimerais ça comprendre, ça. De quoi il s'agit? Pourquoi ça baisse autant, les transferts? Monsieur le ministre. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais permettre à ma sous-ministre de répondre. Parfait, il n'y a pas de problème. Allez-y, je veux simplement vous présenter avec votre titre. La parole est à vous. Donc, Isabelle Mérizy, sous-ministre au ministère du Travail. Alors, effectivement, c'est des transferts qui ont cours entre nous et la CNSST. C'est pour l'exécution de mesures en matière de normes du travail. C'est sans impact sur la clientèle de la CNSST. C'était une mesure qui était prévue se terminer. Les cotisations sont prévues en conséquence à la CNSST. Et donc, c'est un transfert qui s'est effectué. C'est 1,3 million de moins en transfert. Et il y a des sommes qui sont redonnées au ministère du Travail. Donc, c'est sans conséquence pour la clientèle de la CNSST, mais c'est également sans conséquence du côté du ministère du Travail, où des sommes ont été redonnées en rémunération et en fonctionnement par ailleurs. Alors, c'est pour ça que vous voyez un différentiel d'à peu près 1,3 million au net. Très bien. Bien, merci. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de conséquences pour les gens, mais qu'est-ce qui explique, là? C'est quoi en résumé? Là? Parce que je ne suis pas sûr que j'ai bien saisi. Là. Qu'est-ce qui fait que ça baisse de 3 millions? C'est des sommes qui avaient été prévues il y a quelques années et qui, depuis, l'autonomie financière a été acquise à la CNSST, donc des sommes qui ne sont plus nécessaires et requises. Et dans l'examen des dépenses, on a pu faire effectivement cet effort-là commun sans qu'il y ait d'impact sur la clientèle. Très bien. Donc, c'est un montant qui était préexistant. Finalement, on n'a pas besoin et c'est pour ça ce qui explique la diminution. Donc, pas de diminution réelle pour les sommes qui sont investies auprès des bénéficiaires des services. Très bien. Monsieur le ministre, j'aimerais maintenant vous amener sur le sujet de votre programme de formation en construction. En commission parlementaire, vous avez plusieurs fois vanté ce programme-là. Vous nous avez parlé de son importance. Vous en avez parlé ici en Chambre. Et donc, c'est un programme qui prévoyait une rémunération de 750 $ par semaine, donc un taux horaire autour de 25 $ l'heure pour tous ceux qui participaient à la formation. L'objectif, c'était d'augmenter la main-d'œuvre dans le secteur de la construction, un secteur névralgique, notamment pour les infrastructures dont on parle tant. Le résultat, on s'en souvient, ça a été rapporté dans les médias. Plusieurs étudiants étaient rémunérés, mais ne se présentaient pas aux formations. Plusieurs des étudiants n'avaient jamais tenu un marteau ou un autre outil de leur vie. Donc, ils étaient quand même payés, ces gens-là. Et il y a un pourcentage très peu élevé de gens qui ont fini par travailler sur les chantiers de construction. Donc, moi, j'aimerais savoir si vous avez une évaluation détaillée de ce programme-là, en premier lieu. Est-ce que vous avez un document qui évalue les résultats de ce programme qui nous a coûté 300 millions de dollars? Merci. Monsieur le ministre. Bien, d'abord, merci pour cette question parce que c'est vraiment fondamental. Hein? Vous savez à quel point la construction, c'est névralgique pour le Québec, dans tous les secteurs, les écoles, les hôpitaux, les routes, les projets industriels, les infrastructures, le plan ambitieux d'Hydro-Québec. Et la pénurie de main-d'œuvre est un des défis majeurs à relever. Et ça visait à valoriser, à inciter et à permettre à des personnes
de se qualifier convenablement parce que le pourcentage des personnes qui accèdent aux chantiers de construction par ce qu'on appelle la voie des bassins est beaucoup trop élevé. Ça varie d'un métier à l'autre, mais c'est autour de 75 %. Donc, il faut rehausser les compétences, il faut accroître la formation pour mieux construire et construire plus et diminuer les risques d'accidents de travail qui sont encore trop élevés. Il y a des cohortes qui se sont amorcées dans les 5 métiers concernés, les ferblantiers, les charpentiers menuisiers, les frigoristes, les opérateurs de pelle, les opérateurs d'équipements lourds. Et ça donne des résultats, mais on est en train de compléter, de faire le bilan. Il y en a beaucoup qui obtiennent un certificat compétences apprentis de la Commission de la construction du Québec. C'est pas complété, mais les résultats sont généralement très bons. Monsieur le ministre, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. On essaie de respecter la proportion du temps de questions et de réponses. Très bien, mais là, vous nous dites qu'il y a des résultats. Moi, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes capable de nous produire une étude des résultats de ce programme-là jusqu'à maintenant? Vous en avez fait un programme phare de votre programmation. Alors moi, je voudrais savoir combien ont été dépensés jusqu'à maintenant, parce que le programme a pris fin. Est-ce que vous confirmez que le programme a pris fin? Un. Deuxièmement, combien ont été dépensés? En nombre absolu, combien de personnes qui sont passées par ce programme-là travaillent en construction, ils sont toujours là? Quelle proportion des gens inscrits ont suivi leur cours du début à la fin? Combien se sont désistés en cours de route? Quel est le coût de formation par personne qui sont dans le secteur de la construction aujourd'hui? Je pense que c'est ça que les Québécoises et les Québécois sont intéressés à connaître comme information parce que ça a coûté cher. C'est un programme phare de votre gouvernement. Donc, moi, je veux savoir quelle est votre évaluation. D'abord, vous confirmez qu'il est terminé, ce programme-là? Monsieur le ministre, en une minute. Les dernières cohortes terminent au mois d'avril, donc normalement, ça devrait être complété dans les centres de formation professionnelle. Mais je n'ai pas toutes les données, parce que souvenez-vous que ce programme-là avait été lancé en collaboration avec mon collègue à l'éducation et ma collègue à l'emploi. Donc, et c'est donné dans des centres de formation professionnelle, ça donne accès à une attestation d'études professionnelles, ça permet par la suite, avec une garantie d'heure, d'avoir un certificat compétences apprentis. Donc, c'est toujours en évaluation. Mais la donnée que je peux partager, là, puis je l'avais au mois de décembre 2024 du ministère de l'Éducation, 14 mars 2025 de la Commission de la construction du Québec, 6 300 personnes se sont inscrites aux cohortes de formation, alors que la cible initiale était de 4-5 000 inscriptions. Là, évidemment, le nombre de personnes qui ont obtenu l'attestation d'études professionnelles, évidemment, il fallait s'assurer de leur assiduité, de leur réussite, parce que c'est pas le montant d'argent que tu recevais, indépendamment de ton assiduité et de ta réussite. Mais il y avait au-delà, en mars 2025, il y avait au-delà de... on avait 62 % des détenteurs de l'attestation d'études professionnelles avaient intégré l'industrie de la construction. Merci, Monsieur le député. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, la parole est à vous. Monsieur le ministre, quand le micro est fermé, c'est parce que je donne la parole. Monsieur le ministre, vous continuez, mais non, on ne vous entend pas. Monsieur le député Jean Talon, la parole est à vous. Merci. J'aimerais quand même revenir, là, parce que je ne suis pas sûr que je comprends bien. Les réponses sont très générales. D'abord, on va revenir. Il a été lancé à quelle date exactement, là, ce programme-là? Bien, ça... Ouais. Monsieur le ministre? Non, c'est à l'automne 2023. On l'avait annoncé en septembre ou octobre 2023. Bon, bien, oui, moi, c'est ça que j'ai ici, là, mais j'aurais voulu une date plus précise. Là, mais... Puis les premières cohortes ont commencé en février-mars 2024 parce qu'il y avait aussi des enjeux d'espace, d'équipement et tout ça, quand ça a été réglé, ça a permis aux premières cohortes de débuter. Très bien. C'est un programme phare de votre gouvernement. J'aimerais savoir combien il a coûté jusqu'à maintenant, ce programme-là. Monsieur le ministre, vous avez ce chiffre? Je n'ai pas l'information. Ça provient du ministère de l'Emploi et vous pourrez obtenir l'information de ma collègue. Monsieur le député. Mais
C'est vous, ça, ou c'est votre collègue, le ministre de l'Emploi? Parce que d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est pas le ministre de l'Emploi qui gère ce programme-là. Non, c'est éducation pour la formation, c'est emploi aussi pour les fonds, puis c'est la Commission de la construction du Québec qui est dans notre périmètre d'action, qui s'assure de la délivrance des certificats compétences apprentis permettant aux personnes d'intégrer l'industrie de la construction. Puis là, collègues, vous le savez, on ne fonctionne pas en silo, on travaille en équipe. Et j'ai pas le montant juste, monsieur le député Jean-Talon, laissez-le finir, s'il vous plaît. Vous pouvez finir, monsieur le ministre, rapidement. Non, j'ai complété. Ça va, monsieur le député? Mais si vous travaillez en équipe, s'il vous plaît, monsieur le ministre, ne me dites pas c'est la ministre de l'Emploi qui a les chiffres. Là, c'est votre programme phare. C'est vous qui avez été sur toutes les tribunes. On vous a vu parler de ce programme-là. Vous avez fait des belles communications. Maintenant, je vous demande de faire des belles communications sur les résultats. Parce que c'est votre programme phare. C'est vous qui avez été dans tous les médias pour annoncer en grande pompe ce programme-là. Combien a-t-il coûté? J'imagine qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a le chiffre. Combien a-t-il coûté? Parce que ce que je veux savoir à la fin, là, je veux dire aux Québécoises et aux Québécois qui nous regardent, là, je veux savoir, il y a combien de personnes qui travaillent dans le secteur de la construction qui sont passées par ce programme-là aujourd'hui? J'aimerais avoir une réponse. Je veux savoir combien a été investi dans ce programme-là et donc, combien ça a coûté par étudiant qui est dans le secteur de la construction à notre gouvernement pour réaliser ces objectifs? Parce qu'on veut savoir, atteignez-vous vos objectifs? C'est ça l'objectif de mes questions aujourd'hui. Je le redis, vous en avez fait un programme phare de votre gouvernement et je pense que vous êtes beaucoup investi personnellement là-dedans. Je vous ai entendu en parler en commission parlementaire. Alors là, c'est pas juste les belles communications au début, c'est les résultats. Qu'est-ce qu'on a pour notre argent? Qu'est-ce que les Québécois obtiennent pour ce qu'ils ont investi là-dedans? Merci, monsieur le député Jean-Talon, monsieur le ministre. 3 choses. Quand ça a été annoncé, il y avait le premier ministre, il y avait mon collègue à l'Éducation, ma collègue à l'Emploi, ainsi que moi. Le suivi, effectivement, les médias m'interpellaient. Évidemment, comme on bénéficiait des données provenant de la Commission de la construction du Québec, on pouvait donner de l'information pertinente. Mais le montant investi, c'est toujours en évolution. Puis ça vient d'être complété. On va faire un bilan au moment opportun. Mais je le répète, on est fiers de ce programme-là. C'est pas un résultat parfait. Il y a eu des cas anecdotiques qui ont été rapportés par les médias. Le but était totalement légitime d'avoir une main-d'œuvre additionnelle dans l'industrie de la construction et ce but-là a été atteint. Mais quand on aura tout le bilan, on va le partager, puis je pourrai le partager avec les données issues de l'éducation, issues de ma collègue de l'Emploi, et on le fera quand on sera prêt. Et je vous inviterai à un centre, collègue de Jean Talon, dans un centre de formation professionnelle où il y a de la formation, où il y en a... Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, la parole est à vous. Alors, j'entends le ministre qui nous dit que le but a été atteint, qui est très fier du programme, mais aujourd'hui, plus d'un an plus tard, 1 an et demi plus tard, après sa mise en œuvre, en grande pompe, avec des belles communications, aujourd'hui, en étude des crédits, alors qu'on parle d'un programme de 300 millions de dollars, je ne suis pas capable d'avoir une statistique sur combien de personnes se sont inscrites, combien ont suivi leur cours jusqu'à la fin, combien sont en construction aujourd'hui, c'est ça l'objectif, et combien ça a coûté par étudiant. Alors moi, c'est ce que je conclus. Je vais vous amener sur un autre sujet maintenant, monsieur le ministre. Je vais vous amener sur un autre sujet. Monsieur le député, il faut poursuivre. Je vais vous amener sur un autre sujet, le travail au noir. C'est un sujet qu'on a évoqué, vous et moi, ensemble, notamment en travaux parlementaires. Et on évaluait à 16,4 milliards la valeur du travail au noir en 2022. Est-ce que vous avez une évaluation plus récente de la valeur estimée du travail au noir effectué au Québec? Monsieur le ministre. Oui, mais si vous me permettez, Monsieur le Président, non, j'ai donné les renseignements pour le programme de formation accélérée. 2, c'est pas terminé. Le bilan sera fait au moment opportun et les informations pertinentes seront partagées avec le collègue de Jean Talon. Le travail au noir, il y a ce qu'on appelle accès construction. Puis le gouvernement appuie la Régie du bâtiment, la CNSST, puis la Commission de la construction du Québec, qui travaillent de manière coordonnée pour endiguer le plus possible le travail au noir. Et en 2023-2024,
Selon les données que nous avons, les actions concertées, je le répète, de lutte contre l'évasion fiscale et les fraudes envers l'État ont généré un rendement total de près de 653,7 millions de dollars. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, désolé, ça met fin à ce bloc d'échange avec le troisième groupe de l'opposition. On enchaîne donc avec la partie gouvernementale. Monsieur le député de Portneuf, la parole est à vous. 14 minutes 35 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le ministre. Un petit peu curieux, cette disposition à proximité de vous. Écoutez, je me demandais bien sur quel sujet j'allais pouvoir échanger avec vous. Il se trouve que dimanche dernier, c'était la journée internationale des pompiers. Et puis, je vais me permettre aussi de souligner, j'ai dans mon équipe quelqu'un qui, durant 30 années, s'est impliqué chez les pompiers et qui tire sa révérence prochainement, c'est Benoît Delisle. Et Benoît me rappelle toujours à quel point ça peut être un univers assez compliqué, un univers inquiétant pour les pompiers, à la fois parce qu'ils doivent bien entendu intervenir sur des situations qui sont souvent dramatiques, mais aussi parce que ça peut avoir un impact bien entendu sur leur santé. J'ai eu la chance, moi, dans Portneuf, d'inaugurer déjà 3 casernes, une à Saint-Raymond, une à Donnacona, une à Saint-Basile. Je vais en inaugurer une prochainement à Saint-Ubalde. Et je me rends compte qu'on déploie beaucoup d'énergie pour justement s'assurer que les espaces soient le plus assaini possible lorsqu'on rentre d'une mission, et puis qu'on décontamine bien entendu les vêtements. Donc je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont orientés vers le confort finalement des hommes et des femmes qui vont combattre le feu. On sait aussi que la formation qui est donnée à nos chefs pompiers est aussi intéressante, et puis je me rends compte vraiment qu'il y a beaucoup de rigueur chez les directeurs, chez ceux qui dirigent nos casernes de pompiers, justement pour s'assurer que les femmes et les hommes qui vont sur des interventions telles que celle-là, prennent le moins de risques possible pour avoir des conséquences sur leur santé. On sait qu'ils sont donc exposés à ce tueur silencieux qu'on peut nommer le cancer, puisqu'ils sont exposés à des substances toxiques. Ça augmente bien entendu significativement les risques. Et puis, de toute manière, scientifiquement, c'est démontré que plus jeunes que dans une autre partie de la population, certains pompiers souffrent de cancer. Par le passé, on ne savait pas tout ça. Souvent, je me rappelle de mon grand-père qui faisait un trou dans la terre et pour y jeter de l'huile usagée, pensant que la terre allait filtrer. Par le passé, on considérait que, aller lutter contre le feu comme ça, ce n'était pas forcément dommageable pour la santé. Bref, on ne prenait pas assez la situation à charge. Et aujourd'hui, on a vraiment pris conscience de cette réalité. Avant l'entrée en vigueur de la loi qui modernisait la régie de santé et de sécurité du travail en 2021, justement, la reconnaissance des cancers professionnels chez les pompiers était très limitée. Il fallait souvent prouver, démontrer. C'était quelque chose de lourd, souvent pour les hommes et les femmes qui souffraient de ces maladies, parce qu'au-delà de la maladie qu'ils vivaient, au-delà du stress qu'ils ressentaient, on leur demandait en plus de démontrer que ce dont ils souffraient était lié à des gestes qu'ils ou elles avaient pu poser pour venir en aide à notre population. Avec l'adoption du règlement sur les maladies professionnelles, je me souviens qu'il y avait déjà 9 cancers qui étaient reconnus. Je ne les ai pas tous en note, mais je sais qu'il y avait le cancer pulmonaire, le cancer en lien avec les reins, la vessie, le larynx, cancer de la peau, les lymphomes, cancer de la prostate. Et puis, il y avait aussi, bien entendu, le trouble du stress post-traumatique. Ça correspondait finalement à 10 maladies qui étaient reconnues. On était déjà bien contents, mais lorsqu'on se comparait aux provinces voisines, on se rendait compte que
dans certaines provinces, eh bien, on reconnaissait de 14 à 22 cancers. Donc, on savait qu'il fallait franchir de nouvelles étapes. Et puis, le mois dernier, d'ailleurs, je pense qu'on a annoncé que, justement, on ajoutait à cette liste, eh bien, 6 types de cancers reconnus dans le cadre de ces expositions de la part de nos pompières et pompiers. Alors, on ajoute le cancer du cerveau, le cancer colorectal, la leucémie, le cancer de l'œsophage, cancer du sein, cancer des testicules. Donc, au total, eh bien, c'est 16 maladies qui sont reconnues aujourd'hui. On a vu aussi, parce que dans tout ça, bien entendu, c'est pas le caractère politique qui décide, mais on essaye de s'entourer justement avec des spécialistes, avec des scientifiques, et je souligne d'ailleurs l'importance de la création du comité scientifique sur les maladies professionnelles, ce comité qui a été créé récemment, mais qui est surtout composé d'experts indépendants, puisqu'on sait que dans ce cas-ci, eh bien, une maladie ne doit pas être reconnue de manière arbitraire, mais de manière scientifique absolument. Donc, le travail évolue, le travail continue, mais on sait que la science évolue aussi. Parfois, on découvre de nouvelles maladies et puis on peut s'interroger sur qui a causé finalement ce cancer dont souffrent nos gens qui interviennent sur les incendies. Donc, je voulais savoir comment on va s'assurer justement que ce comité va continuer de travailler de manière aussi efficace, mais de manière aussi, je ne veux pas dire rapide, mais de manière aussi cohérente avec la réalité avec laquelle on vit. Donc, est-ce que vous avez de l'information en ce sens à nous partager? Merci, Monsieur le ministre. Bien, merci, collègues. C'est des commentaires que je trouve hyper appropriés. Ça me donne l'occasion de redire à quel point les pompiers et les pompières jouent un rôle fondamental dans notre société pour assurer la sécurité des personnes. Et il y a de plus en plus d'ailleurs de pompières, particulièrement dans les grandes villes comme Montréal et Québec. En 2021, vous avez raison, on a rajouté 9 cancers professionnels. Il n'y en avait aucun. Puis c'était dans une annexe qui faisait partie intégrante de la loi. Là, maintenant, ça fait partie d'un règlement et le travail n'est jamais complété. Il faut s'améliorer. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez bien expliqué, au mois d'avril, le 11 avril dernier, on a rajouté 6 nouveaux cancers. Ça fait quoi de rajouter des cancers? C'est aussi, comme vous l'avez expliqué, ça permet aux pompiers-pompières de ne pas avoir à assumer un fardeau de preuves avec toutes les préoccupations, les délais qui sont parfois très longs avant d'obtenir les indemnités qui découlent de leur cancer professionnel. Et c'est un grand bénéfice pour ces personnes-là. Ils peuvent bénéficier donc de la couverture offerte par la loi ces accidents de travail, maladies professionnelles de manière beaucoup plus diligente. Et le comité scientifique, nous l'avons mis en place dans le contexte de la vaste modernisation pour permettre à nos règlements, à ce règlement-là qu'on appelle sur les maladies professionnelles présumées, d'évoluer et de s'adapter en fonction des nouvelles connaissances scientifiques et médicales. Et une des priorités que j'ai énoncées à ce comité scientifique, c'est justement les cancers professionnels pour les pompiers-pompières. Et on a fait un grand pas en avant. Les travaux sont débutés et ils sont évidemment conscients de cette priorité-là. Puis évidemment, il y a d'autres priorités, mais vous m'interpellez particulièrement pour les pompiers-pompières. Et moi, j'ai mentionné lors de l'ajout de 6 cancers professionnels qu'on allait demeurer à l'affût avec ce comité scientifique de ce qui apparaît, de ce qui fait un consensus à l'échelle internationale. Et j'anticipe qu'on puisse bonifier ce règlement-là, particulièrement pour les cancers professionnels des pompiers-pompières, au fur et à mesure
de l'évolution des connaissances scientifiques. Puis on a aussi un comité des maladies professionnelles oncologiques qui voit aussi à se pencher sur des cas spécifiques sans qu'ils soient protégés par la liste des cancers des maladies professionnelles présumées. Donc ça permet une accélération des processus et ça permet une accélération de la reconnaissance. Je comprends que la CNSST, en vertu de la loi, n'est pas tenue nécessairement de rendre une décision. Ça ne lie pas la CNSST, mais c'est des professionnels en oncologie qui émettent des opinions sur des aspects médicaux et ça nous permet d'être à l'avant-garde de ce qui se fait pour la protection de nos pompiers-pompières au Québec. Et juste dernier point, on a fait ça beaucoup après des consultations. Chris Ross, l'Association des pompiers-pompières de Montréal, qui est un porte-parole remarquable, pas qu'au Québec et au Canada, mais aussi à l'échelle internationale. L'Association des pompiers-pompières ici à Québec, évidemment dans d'autres villes, notamment Trois-Rivières, mais on est bien fiers de ce qui a été fait là-dedans. Merci. Merci beaucoup, collègues. Merci à vous, Monsieur le ministre. Madame la députée de Huntington, la parole est à vous. Oui, combien de temps reste-t-il? Il reste 3 minutes 50 secondes. On va faire très rapidement. Moi, je voudrais revenir sur un sujet qui est très important, qui a été très brièvement discuté là, par le député de Jean Talon, soit la construction. On sait que c'est important, surtout présentement, dans l'instabilité économique qu'on vit. Le gouvernement est un donneur d'ouvrages important. Puis, je pense qu'au fil des décennies, il y a des entreprises québécoises qui ont fait preuve de résilience, de débrouillardise et d'innovation. Puis, c'est surtout important de se rappeler le chemin parcouru puis d'en tirer de la force. Évidemment, je comprends que présentement, vous soyez intéressés par des solutions plus immédiates pour faire face au contexte. C'est pourquoi notre gouvernement a rapidement proposé des mesures de soutien pour aider les entreprises qui pourraient être affectées par l'imposition de tarifs douaniers américains. Et ensemble, nous allons soutenir les exportateurs en manque de liquidité. Nous allons renforcer la productivité des entreprises manufacturières. Nous allons rehausser les compétences de la main-d'œuvre et nous allons diversifier nos marchés d'exportation. Enfin, nous allons aussi accélérer le virage de la productivité. Ainsi, pour relever les défis qui se dressent sur notre route, nous allons faire preuve d'une grande détermination et d'une force de capacité d'adaptation. Je demeure convaincue que nous devons miser sur la hausse de notre productivité et que cette dernière doit être propulsée par l'intensité du capital de qualité et de la formation de notre main-d'œuvre, une démonstration de souplesse administrative et bureaucratique par le maintien de milieux de travail sains et sécuritaires. Il faut également que les bénéfices de cet essor profitent tant aux entreprises qu'aux salariés. Et en cet effet, le travail est entamé puis de premiers résultats sont à souligner. Et en misant sur les forces de nos industries et de nos travailleurs, nous devons néanmoins aller plus loin. Donc, la productivité est le puissant levier pour faire face au changement. Nous savons qu'historiquement, l'ensemble des industries québécoises affichent un retard de productivité sur l'Ontario, c'est la moyenne canadienne. Dans l'industrie de la construction, Statistique Canada indique que le Québec a amorcé un rattrapage dans les dernières années. Lorsqu'on parle de productivité, on pense immédiatement à travailler plus fort et plus longtemps pour produire davantage. Mais il faut se défaire de cette vision limitative. Un concept généralement ressort. Améliorer sa productivité ne revient pas simplement à plus de travail et plus de production. Elle passe plutôt pour un travail plus intelligent et plus créatif avec un regard sur l'innovation. En bref, c'est être capable aujourd'hui un travail qui ne pouvait se faire auparavant. Donc, déjà, le plan québécois des infrastructures 2024-2034 établit un niveau sans précédent de 153 milliards. Là, on sait aujourd'hui qu'on l'a même amené plus loin. Il s'agit d'une hausse de 52,6 milliards depuis le PQI 2018-2028, soit 52 de plus sur 6 ans. C'est sans oublier le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, qui on vise notamment à investir davantage dans le réseau électrique. Donc, ce qui va représenter un investissement de plus de 155 milliards de dollars d'ici 2035. Ainsi, les besoins de l'industrie de la construction en termes de main-d'œuvre et de productivité de formation demeurent d'actualité. Il est également essentiel de comprendre l'ensemble des facteurs qui influent l'industrie de la construction. C'est l'un des éléments qui semble très préoccupant pour tous est le coût associé aux travaux et aux chantiers. Pourtant, les travaux menant à la modernisation de la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée la loi R20, nous avons mis en place des mesures comme la polyvalence et la mobilité qui seront des facteurs vraiment influents sur les coûts de construction. Donc, ma question, pouvez-vous nous dire plus à ce sujet et comment et en quoi ces thèmes seront bénéfiques économiquement?
En 15 secondes, Monsieur le ministre. J'ai pas compris la dernière portion de la question. C'est en quoi la construction, tout ce qu'on a mis en place pour la R20 va être bénéfique économiquement? Ah, mon Dieu. Bien, je réfère souvent à... Je suis désolé, vous pourrez continuer votre discussion après la commission. Donc, le temps alloué à l'étude des crédits budgétaires du portefeuille travail pour l'exercice financier 2025-2026 étant presque écoulé, nous allons maintenant procéder à la mise aux voix des crédits. Le programme 1, intitulé « Travail », est-il adopté? Adopté sur division. Et finalement, l'ensemble des crédits budgétaires du portefeuille travail pour l'exercice financier 2025-2026 est-il adopté? Adopté sur division également. Donc, en terminant, je dépose les réponses aux demandes de renseignement de l'opposition. Compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures où elle entreprendra l'étude du volet économie des crédits budgétaires du portefeuille économie, innovation et énergie. Bon dîner tout le monde.